un constat, un combat. Dans un monde où une information en chasse une autre, de crise en crise, toujours ramène dans le présent, bienvenue dans la zone libre pour prendre un peu de hauteur. Dans une société de plus en plus dysfonctionnelle confinant à la dystopie, pour éviter le pire, un constat, un combat. Aujourd'hui, en partenariat avec la revue Disruption, notre émission d'actualité hebdomadaire, La Revue Libre. Bonsoir Flavie. Bonsoir Noah, comment vas-tu? Bien et toi? Ah bien, ça fait drôle de commencer les émissions alors qu'il fait encore jour dehors. Effectivement. Ouais. L'année avance. On est proche du plus long jour de l'année. Après, ça va redégringoler. Voilà. Effectivement. Alors, au programme de ce soir, on aura du coup un petit retour sur l'actualité des États-Unis, notamment avec tout le schmilblick autour de Elon Musk et Donald Trump, ainsi que les émeutes à Los Angeles et tout, tout ce qui s'y passe. C'est ça, quelques points plus mineurs. L'accord de l'Union européenne avec le Mercosur, donc l'accord de libre-échange, qui est un serpent de mer auquel la France s'est longtemps opposée. Bon, enfin, ou elle a prétendu s'y opposer. Non, c'est pas très... Ça, c'est mon côté conspi. Ah là là. Ah là là. Ensuite, un petit tour sur la croisière qui finalement, et encore heureux, n'a pas mal fini de Madame l'eurodéputée Rima Hassan en direction vers Gaza. Ouais. Ensuite, sur un référendum qui a eu lieu en Italie. C'est quelque chose qu'on connaît pas trop en France, hein, ça, les référendums. À se demander si c'est pas un plat local. En tout cas, là, c'est un référendum qui arrivait plutôt contre... par la gauche, contre le gouvernement... Donc c'est plutôt c'est aussi un référendum qu'on pourrait aussi... Enfin bon, on en parlera tout à l'heure. Oui, effectivement. Puis les diverses actualités françaises, notamment autour de la question de la sécurité, surtout la question de la sécurité, le rapport avec la justice, et on conclura sur quelques petites bonnes nouvelles, parce que pour une fois qu'il y en a, on va pas cracher dessus. Oui. Sur ce, Flavie, je t'invite à commencer. Alors, on commence donc sur les États-Unis, comme la plupart du temps. Alors, bon, il y a plusieurs petits points comme ça qu'on peut aborder plus rapidement. Alors, il y a toujours cette histoire de conflit entre Trump et Musk sur cette loi budgétaire qui, selon Musk, n'est pas assez ambitieuse, qui est beaucoup plus réduite que ce qui avait été, que les chiffres fracassants en milliards qui avaient été, en dizaines, plus que dizaines, des centaines de milliards qui avaient été annoncés. Trump répond, alors là, lui, qu'il n'avait pas vraiment vu le texte de loi, qu'il n'avait pas eu le temps de le voir, qu'il est passé un peu en catimini pendant la nuit au Congrès. Alors non, ça c'est Elon Musk qui dit ça. Ah, moi j'ai compris que c'était Trump. C'est Elon Musk qui a dit que le texte, en gros, avait été passé dans son dos et qu'il n'avait pas pu donner son avis. Justement, c'est accusatoire. Moi, je pensais que c'était la façon dont Trump se justifiait. Bon, et là, je suis en train de chercher, parce que ouais, si on n'a pas... C'est une bien curieuse façon de se justifier si jamais c'est ça. Hein. Oui, non, mais j'ai passé la chose en catimini dans le dos de l'un de mes conseillers. C'est pas trop une justification, selon moi. Oui, mais comment est-ce que Musk, lui, pourrait se justifier de cette façon? Bah justement, qu'on a essayé de lui faire un petit dans le dos. Bon, ok. Bon, écoute, là, on n'a pas le temps de vérifier. Là, on n'a pas lu la même chose. C'est pas très bien pour nos auditeurs, mais j'ai pas le temps de... Bon, j'aurais bien aimé pouvoir te répondre, mais je vais faire une recherche et ça va nous éloigner de nos auditeurs, donc je ne peux pas répondre à ça. En tout cas, de toute façon, le problème est leur désaccord sur en tout cas, un budget qui n'est pas assez ambitieux selon Musk. Et oui, alors, il ajoute aussi que
alors, on peut commenter sur ces désaccords, mais il ajoute aussi que Musk a développé le problème, comme il dit, quand il a appris que le EV mandate allait être coupé. Alors, c'est un des arguments de Trump aussi pour dire que les intentions de Musk ne sont pas celles qu'il met en avant. EV, c'est le Electric Vehicle Mandate, c'est-à-dire que c'est toute une sorte de batterie de mesures pouvant inciter les gens à acheter des véhicules électriques, donc des abattements fiscaux, qui seraient mis en question aujourd'hui. Donc, c'est pas une bonne nouvelle pour Tesla. Même si ça n'atteignait pas réellement, en fait, Tesla et ses ventes, c'était pas tellement ça que a priori, Musk feared, dont Elon Musk avait peur. Donc tout ça est un peu confus, hein, parce que bon, ils disent l'un et l'autre disent des choses, donc ils se dédient après. Bon, le conflit est souvent le vrai conflit est souvent caché, donc c'est un peu compliqué. Ce qui est sûr, c'est que Musk n'est pas un politique et qu'il voudrait que les choses avancent plus vite qu'il n'est possible en politique. J'aurais envie là-dessus de citer un article de Yascha Mounk dans le Figaro. Yascha Mounk est je ne sais pas s'il est franco-américain, mais en tout cas, il écrit en anglais autant qu'en français. D'ailleurs, il est allemand, en réalité, naturalisé américain. Et il étudie beaucoup, c'est un essayiste qui étudie beaucoup les évolutions entre républicains, progressistes, démocrates, républicains, conservateurs, nationalistes, etc. Il est tout à fait au centre. Il a une analyse du sujet que je trouve un peu, moi qui me convainc moyennement. Il dit que déjà Trump a été élu à cause de la faiblesse des démocrates. Je trouve que parler de faiblesse en ce qui concerne les démocrates, c'est un peu juste. Ils ne sont pas si faibles que ça. Ils n'étaient pas du tout faibles ces dernières années. Ils étaient juste peut-être plus du tout préoccupés par les priorités populaires. Ils ont au moins été faibles dans leur candidat, vu que personne ne voulait y aller. Personne ne voulait aller à la présidentielle. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont été obligés de reconduire Biden. Puis finalement, Kamala Harris. Oui. Faible. Mais lui, il parle d'une faiblesse démocrate de façon beaucoup. Il ne dit que ça, donc je ne sais pas ce qu'il entendait exactement par. Une faiblesse à proposer un projet contraire à celui de Donald Trump qui était capable de séduire. C'est possible aussi. On peut, comme il ne dit que ça, on peut un peu l'interpréter. Alors lui, il dit que l'incompatibilité entre les intérêts de Donald Trump et de SpaceX, il dit donc même pas de Musk, il parle de SpaceX, est réelle, que Musk est entré en politique pour les intérêts de la tech. Bon, c'est bien de parler au nom des gens, mais on n'est quand même pas complètement dans leur tête. C'est pas impossible. C'est pas impossible, ça doit faire partie de sa démarche. Est-ce que c'est toute sa démarche ? Moi, je n'en sais rien. Mais que, selon lui, Musk est entré en politique pour veiller à ce que les réglementations sur la tech soient moins féroces qu'elles ne s'annonçaient être, même si je ne sais pas si elles étaient à ce point-là féroces, mais enfin, toujours trop féroces pour eux. Aussi la régulation des réseaux sociaux. Et puis aussi les problèmes environnementaux qui étaient éventuellement soulevés par l'usage intensif de décollage de fusées, plus le DEI. Donc ah oui. Je ne sais plus déjà l'acronyme. Les scores ESG. Scores de diversité. Bon, donc, Diversity, Equity and Inclusion, je pense que c'est probablement ça, DEI. Ouais, c'est ça. Musk serait opposé à la suppression des visas pour l'immigration, mais l'immigration qualifiée. Le travail qualifié. Moi, je ne connais pas la position de Musk sur l'immigration dite qualifiée. En tout cas, elle est assez claire sur l'immigration moins qualifiée, vu les propos qu'il a tenus sur l'immigration en Europe. Donc, je suis un peu étonnée que... C'est-à-dire que, tous ces essayistes écrivent et interprètent les choses en fonction de leur propre croyances. Sur l'immigration qualifiée, c'est véridique. Elon Musk est favorable à une immigration de travail. Il en avait été question à un moment donné sur la question de l'immigration indienne aux États-Unis. Et à cette occasion, Elon Musk s'était exprimé comme favorable justement à l'immigration de travail indienne. Et il y avait eu toute une frange de la droitosphère de Twitter X qui d'habitude est assez derrière lui, qui s'était retourné contre lui à cette occasion, vu que en général cette frange est très anti-migrant, quelle qu'elle soit.
Oui, alors c'est Alors sûr que que c'est là-dessus, il logique. a une position. Elon Musk reste un entrepreneur et il est aussi un libertarien. C'est-à-dire que si les gens viennent pour travailler, a priori, lui, ça le dérange pas. C'est plutôt logique. Mais comme tu l'as dit, il est contre surtout une immigration qui est illégale et qui coûte de l'argent public. Massive peut-être et diasporique, etc. en Europe. Mais c'est vrai qu'il faut, c'est comme pour, c'est-à-dire qu'il faut dans ces cas-là être très cohérent et structuré dans ses remarques sur l'immigration, parce qu'on ne peut pas dire d'un C'est logique. côté. Il est logique, c'est logique comme pensée pour lui. Alors, Même si ça peut paraître effectivement bizarre. non, pas forcément bizarre, je vois ce qu'il veut dire, mais il y a un moment, on ne peut pas non plus trier vraiment, et puis même l'immigration qualifiée a des conséquences. C'est-à-dire, d'abord, on drain les cerveaux du monde en développement, on les Est-ce que vole, ça a entre guillemets. déjà gêné les États-Unis? Non, bien sûr que ça les gêne pas, mais c'est pas des démarches, faut pas forcément que ce soit des démarches tellement plus vertueuses, l'immigration qualifiée que l'immigration moins qualifiée. Je trouve Non, que mais c'est une immigration qui est utile du point de vue économique. C'est pour ça qu'Elon Musk y est favorable. Elle est utile à court terme, est-ce qu'elle est utile à long terme? On peut former les gens sur place aussi, on peut lui rétorquer ça. Bon, on va pas engager le débat, mais c'est, donc selon lui, Trump retournerait vers son électorat de base, qui est populaire, son électorat de toute cette masse populaire qui souffre de la désindustrialisation et qui est aussi plus conservatrice sur les mœurs. Donc tout ce qui le rapproche de J.D. Vance. Selon lui, Trump retournerait, alors que ce n'est pas encore fait, tout ça est très récent, vers cet électorat-là. Moi, je constate quand même que dans entre-temps, Musk a bien déringardisé Trump, ce qu'il disait, d'ailleurs, dans le sens où personne ne voulait fréquenter Trump quand il était juste, personne des grands chefs d'entreprise ne voulait le fréquenter quand il était uniquement le candidat des classes populaires. Là, du moment que Musk l'avait rallié, même si Musk est très controversé, il était quand même un peu plus bankable dans les élites des grandes villes, en Californie, pas forcément en Californie, mais en tout cas, il était un peu plus sexy. Voilà. Ouais, Elon Musk, en sa qualité de personnalité justement controversée, pas sûr que ce soit tant c'est oui et non. C'est-à-dire que c'est quand même un patron de la tech, donc il avait une partie de la tech. Alors Peter Thiel et les autres, quand même avec lui, Facebook, Zuckerberg, le retour de Zuckerberg vers lui, c'était quand même pas rien. Je suis pas convaincu que ce soit forcément lié à la présence d'Elon Musk à ses côtés, mais peut-être que je m'avance. Et après tout, je ne fais pas partie d'une partie de la tech qui quitte la gauche progressiste pour aller plus vers la droite. Ils ont leurs propres intérêts. Zuckerberg, c'était aussi sa veste par intérêt. Mais il y en a aussi qui sont très libertariens, en effet, sur le côté économique, mais moins plus conservateur sur les mœurs ou sur la question migratoire, sans doute. Voilà. Voilà pour cette question Musk-Trump. Après, 2-3 petits points sur les États-Unis. La Cour suprême a annoncé unanimement que la discrimination, reverse discrimination, donc on ne dit pas discrimination inversée, nous, discrimination positive. Est une discrimination. Alors voilà, ça c'était. J'aurais envie de dire, c'est dans le nom. Bien joué. Oui. Donc ça, c'est un point. C'était aussi quelque chose de nouveau. On rappelle, je rappelle que discrimination, étymologiquement, ça veut dire faire un choix. Choisir. Ce n'est pas négatif. Bien sûr. Normalement. Ça l'est devenu. Alors aussi, le déficit commercial serait divisé par 2. Alors, il faut savoir, au mois de quoi? Au mois de mai. Il faut savoir qu'il faut faire attention avec tous ces chiffres, parce qu'il y a une forte baisse des importations, surtout tout ce qui est lié aux métaux, aux véhicules. Donc, à un moment, le déficit commercial s'est creusé, et puis il a... comment dire, le déficit commercial, s'est augmenté, et puis il a fini par baisser assez rapidement le mois d'après. Après, cumulé sur un an, on est par rapport à 2024 en hausse de 65%. Donc, voilà, le déficit commercial. Il y a un déficit qui s'améliore, mais cumulé, c'est pas encore ça. On est à peine à la moitié de l'année, on rappelle. Ouais.
Les changements économiques, surtout à l'échelle d'un pays comme les États-Unis, ça se fait pas comme ça, hein. Ouais, bien sûr. On n'a pas arrêté de le répéter, hein, mais la politique économique, c'est pas du coup, enfin, à moins d'avoir des œillères, ça ne se fait pas sur le court terme. C'est Bien pour sûr. ça que c'est compliqué. C'est pour ça que je mentionne ça, mais on va pas y passer trop longtemps. Enfin, en tout cas, ça partait très mal, tout d'un coup, c'est beaucoup mieux et en réalité, c'est ni l'un ni l'autre. Enfin, c'est plutôt pas terrible encore sur Alors une année. on a les premiers effets peut-être. Ouais, ouais. L'administration Trump se prépare à libéraliser le secteur bancaire. Alors ça, depuis 2008, c'était un tabou absolu. Moi, je suis pas une spécialiste du milieu bancaire, je sais pas trop quoi penser parce que 2008, il s'agirait pas d'enterrer les raisons pour lesquelles 2008 est arrivé. La libéralisation, elle vise surtout ce qu'on appelle le capital cushion, c'est-à-dire le coussin, c'était la réserve de capital, dont on forçait les banques à avoir une réserve assez importante, plus importante qu'avant, pour éviter, en effet, pour pouvoir en tout cas amortir les chocs. Avoir un coussin. Ouais. Donc ça, a priori, le coussin va se réduire un peu. Ce qui permet plus de mobilité, évidemment, d'investissement, j'imagine, spéculation, tout ça. Qu'en penser? A priori, on aurait dit il y a quelques années non. Peut-être là, on a besoin de plus de souplesse. Je ne suis pas capable de vraiment répondre à ça. Après, la seule chose qu'on peut dire, c'est que pourquoi pas, mais il s'agit en tout cas de ne pas faire en sorte que de nouveau la spéculation nous rende fous. Bon, je ne sais pas. On rappelle que ce qui avait causé justement la crise de 2008, entre autres, c'était l'accord à des taux extrêmement bas de prêt à des individus qui n'étaient c'est grave, mais surtout des taux variables. Hein. C'est ça, qui avaient une solvabilité très très contestable. Et au final, ils ne pouvaient pas rembourser, leurs biens ont été saisis, ce genre de choses, et ça a déclenché la crise. Alors ça, c'est la crise de subprime, c'est ça qu'on appelait subprime. Ça a commencé comme ça, mais il y a aussi, c'est greffé là-dessus, j'imagine, la spéculation. On a eu JP Morgan, si je ne dis pas de bêtises, qui s'est écroulé. C'est la chute de JP Morgan qui a entraîné, qui a causé justement l'explosion de la crise. Mais bref, on n'est pas là pour parler de ça. Voilà, donc juste on traite ça rapidement puisque pour le moment, bon, on ne sait pas trop ce que ça peut avoir comme conséquence. J'avais aussi envie de dire, alors par rapport aux émeutes à Los Angeles, à tous ces charmants migrants mexicains qui brandissent leur drapeau, moi je trouve ça toujours étonnant de vouloir... Retiens-toi de sourire, Flavie, quand tu parles d'immigration, s'il te plaît. Mais d'arriver dans un pays, de brandir l'autre drapeau, enfin, c'est juste la cohérence. Bon. Non, mais je suis retombée sur un tweet que j'avais vu sur la présidente du Mexique, d'un coup, je ne retrouve pas son nom, mais elle avait appelé à des manifestations aux États-Unis en rétorsion à la... En fait, il y a une taxe qui vient d'être mise par l'administration de Trump sur les envois de fonds au Mexique. Enfin, je crois que c'est lié à ça, alors, je crois que c'est un projet de loi. Ouais. Donald Trump a parlé d'un projet de loi qui viserait à mettre une taxe de, attention, énorme valeur, 3,5% sur tout transfert de fonds depuis les États-Unis à destination du Mexique. Ouais. Donc, en fait, c'est ce que font beaucoup d'immigration de travail, c'est-à-dire qu'ils travaillent dans un pays où le salaire est plus élevé, et ils renvoient des fonds à leur pays d'origine. Ça se fait dans beaucoup de pays. Et lui, justement, il voulait mettre une taxe là-dessus pour décourager ce genre de choses. On peut comprendre, parce que de fait, c'est de l'argent qui fuit le pays, qui ne vient pas alimenter la consommation locale. C'est surtout ça, en fait, je pense, le problème. Aussi, ça peut avoir un effet de découragement pour de nouveaux immigrants potentiels issus du Mexique, qui pourraient se dire « Ah oui, c'est moins avantageux et tout ça ». Et en toile de fond, on a aussi les expulsions de migrants illégaux, que les États-Unis appellent aliens, vers chez eux. Et notamment les émeutes à Los Angeles, c'est avec ça en toile de fond. Et mais alors, est-ce qu'ils sont principalement latinos ou mexicains, en tout cas, déjà? À Los Angeles, oui. La Californie est l'un des États avec le Texas et les États frontaliers où il y a le plus d'hispaniques. En Californie, les blancs, entre guillemets, états-uniens, donc les WASP, représentent environ 30% de la population.
Alors, il y a bien sûr des Noirs, mais la minorité la plus représentée, ce sont les Hispaniques, qui sont, je crois, majoritaires. Pas absolus, hein, mais ils doivent au moins être la minorité la plus importante et donc, de fait, la majorité. Et c'est pour ça que ça fait tant de bruit. On a des commerces qui sont pillés à Los Angeles, des voitures incendiées, bref, le classique des émeutes, j'ai envie de dire. Et on se retrouve avec la garde nationale qui est déployée. Donc l'armée, entre guillemets, de l'État de Californie. Et on a eu ces derniers jours l'annonce de l'envoi de 2000 gardes nationaux supplémentaires issus de la réserve et de 700 Marines qui seront engagés là-bas. C'est hyper important en fait. Hein. Oui, parce qu'on est vraiment, on est sur une espèce de, du moins c'est l'image qui en est renvoyée, d'une perte de contrôle au sein de la ville. On a des commerces pillés, des destructions, et le gouverneur de Californie qui, à part dénoncer Donald Trump sur les réseaux sociaux, je ne sais pas ce qu'il a l'air de faire. A priori, cependant, c'est lui qui a la main sur la garde nationale. Donc c'est lui qui choisit de déployer ou non celle-ci. Les Marines, par contre, c'est le gouvernement fédéral. Et bon, je crois pas que... Si, remarque, je crois qu'il y a déjà eu des morts. En même temps, on est aux États-Unis, c'est un peu normal. Mais il faut espérer que ça ne dégénère pas, trop. Déjà que, bon, ça a déjà dégénéré de fait. Et on en est où aujourd'hui? Ça s'est calmé ou... La dernière nouvelle que j'ai vue, moi, c'était justement l'annonce de l'envoi de renforts pour tenir la situation. Mais les émeutes durent depuis plusieurs jours déjà. Hein. C'est des affrontements entre les forces de police, locales, et ensuite la garde nationale quand elle est venue. Il semblerait que la garde nationale, quand elle est arrivée, ça a un peu calmé. Parce que on est sur du militaire ou du paramilitaire, c'est comme si on envoyait la gendarmerie, à peu près. Donc, à voir comment ça va évoluer, encore une fois. Alors, les rapports, justement, entre Trump et le Mexique, d'ailleurs, bon, on va pas en parler aujourd'hui, parce que, justement, je pense que c'est une petite recherche que je dois faire. Je vois que, parce que je me disais tout d'un coup, cette Claudia, de quel parti est-elle? Moi, je la voyais de gauche, donc je pensais qu'elle était du PRI, qui est le parti révolutionnaire institutionnel. Non, c'est le parti de droite. C'est le parti de droite standard. Elle est issue du parti de AMLO, donc Andrés Manuel López Obrador, qui est le président précédent, qui a été président pendant 6 ans. Oui, mais c'est des coalitions maintenant, c'est assez différent. Alors, le PRI, le PAN, je vois que c'est déjà complètement passé. Et là, c'est des coalitions de gauche et de centre-gauche. Oui, c'est le parti... Morena, ça s'appelle Morena. Oui, c'est ça. Sur l'histoire. Sigamos haciendo historia. Oui, Morena. Effectivement. C'est une centre-gauche à gauche. C'est une alliance de gauche, effectivement, et elle a été élue l'année dernière, si je ne dis pas de bêtises, assez largement. Le PRI, c'est pas la gauche. Le PRI, originellement, c'est de la gauche qui s'était tourné vers le centre-droit fin des années 80, mais au départ, c'est le PRI est à gauche et le PAN est à droite. Je me souviens bien. Oui, normalement, le Parti révolutionnaire institutionnel, qui est le parti qui a tenu le pays pendant très longtemps. Et aujourd'hui, c'est considéré comme de la droite conservatrice libérale classique. Et donc le PAN au Mexique, c'est carrément hyper à droite. Alors c'est très conservateur ou ça existe plus. C'est l'anagramme du quoi, PAN? National Action Party d'Action Nationale. Oui, donc ça doit être de la droite dure dans ce cas. Oui, donc ça a dérivé en fait. L'identité parti a dérivé quand même. Donc, Après, le Mexique a quand même été le Mexique a été sous l'influence des États-Unis, et notamment avec des présidents mis en place par la CIA pendant une bonne période durant la guerre froide. Hein. Oui. C'est normal que le pays politiquement a souffert. Je rappelle que c'est aussi un pays qui est avec un gouvernement à l'efficacité très contestable, vu qu'on a les cartels qui tiennent une partie du pays, parce qu'ils ont une partie qui sont montés de la Colombie vers le Mexique. Donc ils ont une partie de l'armée avec eux. C'est pour ça que c'est très compliqué. Donc le Mexique, c'est... Je ne vais pas dire un état failli, mais on en est probablement pas loin. La situation s'est considérablement empirée depuis les débuts des années 2000.
à cause des cartels, mais de toute façon, ils ont une Ouais. corruption endémique, bon, comme dans beaucoup de pays d'Amérique latine, quels que soient Oui, oui. les partis. C'est les traditions qu'ont laissé derrière eux les colons espagnols. Sans doute, bien sûr, Bon, aussi, mais c'est ceci dit, compliqué. les cartels, hein, c'est beaucoup les Indiens aussi, je des 2 côtés, hein. Il y a Oui, personne oui, qui bien sûr, mais ça, c'est plus tardif. et La c'est une très, très corruption et grande les violence. cartels, sont d'autres choses, même si les 2 peuvent se lier. Ouais. Bon, et voilà, pour les États-Unis, en gros, je crois que moi, je sais pas si tu veux ajouter quelque chose, mais je crois que j'ai un peu fait le tour de ce que je voulais dire. Non, non, rien à ajouter. Alors, on passe au Mercosur? C'est ça. Donc, le Mercosur, pour ceux qui auraient oublié et qui ne se souviendraient plus de leur cours de géographie, le Mercosur, c'est un peu l'équivalent de l'Union européenne. Non, on va dire que c'est une organisation d'entente économique et politique en Amérique du Sud qui comporte le Brésil, l'Argentine, le Paraguay et l'Uruguay. Donc, Oui, donc c'est quand même Brésil, Argentine, les oui, gros poissons. tout à fait. Ouais. Et il y a des pays qui sont partenaires, tout comme il y a Mmh. des pays partenaires de l'Union européenne, tout ça. Et en Et donc gros, Lula était à Paris la semaine dernière. exactement. À Comme par magie. l'occasion bah, c'est une visite d'État, Flavie, Mmh qu'est-ce que tu veux? mh. Enfin, Non, mais disons mais que le traité est ressorti à l'issue de cette visite. mais c'est normal, Mmh. c'est normal. Donc du coup, à l'occasion de la visite de Lula da Silva, à Paris, visite d'État officielle auprès d'Emmanuel Macron, eh bien, à son issue, Emmanuel Macron s'est exprimé à propos de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur et il a annoncé que, le texte aujourd'hui était stratégiquement bon, et qu'il devrait être signé, d'ici la fin de l'année. Mais attention, à condition qu'il y ait des clauses Oui, miroirs oui, et fameuses clauses de miroirs. protection en fait, Mmh. sur toute la question très sensible, notamment des pesticides. Les Heu, normes, des pesticides, c'est mmh. ça, tout comme dans Bah, l'Union il était un peu européenne, obligé, là, je vais être un peu, bien sûr, mais comme dans l'Union européenne, en fait, les producteurs agricoles sont soumis à, mmh des réglementations sur les pesticides, mh. et bien, il serait question pour l'importation de produits agricoles issus du Mercosur, qu'ils soient soumis à Ouais. certaines normes, pas forcément les mêmes, mais au moins Mmh. certaines. Bon, Et on va ça je les a ra pas dérangés pendant des années. Là, évidemment, mais si, après, ça a toujours été la pierre d'achoppement. Ça a toujours été la raison pour laquelle la mmh, France s'est ça nous a opposée à ce type, à cet accord. à D'où cet en accord-là, plus mais on l'a fait sur d'autres ac il y a eu ce problème s'est posé sur tous les autres accords de libre-échange et on l'a pas ça nous a pas vraiment dérangé le gouvernement jusqu'à présent. On sait qu'il y a une forte pression, en effet, maintenant, opposition, à ces traités qui quand même grandit, que ce soit à droite ou à gauche, déjà sur ces questions de normes et après sur la question de la concurrence, pour nos alors, agriculteurs. le Mais dernier accord de libre-échange, c'était, si ma mémoire est bonne, entre l'Union européenne et le Canada et à ma celui d'avant, connaissance, c'était la Nouvelle-Zélande, oui, je bon, crois. à ma connaissance, aucun des 2 n'est une espèce de superpuissance agricole, donc agriculture, hein, culture La plus Nouvelle-Zélande, si, il y élevage. a la question de enfin, c'est l'élevage, la question Oui, du oui, bien sûr, mais quand bien même l'élevage est important en Nouvelle-Zélande, je suis pas sûr que, il y ait le potentiel pour inonder le marché européen de nourriture. Ce qui est justement toute la problématique avec l'accord de libre-échange avec le Mercosur. Parce que l'Argentine est un grand pays d'élevage mmh, et le Brésil, il va de soi que c'est un grand pays agricole et aussi dans une moindre mesure d'élevage. C'est toute la problématique. Parce que l'accord de libre-échange viserait à favoriser du côté européen la vente de voitures, c'est bien, ouais, la France s'en fiche. oui La vente de spiritueux, c'est bien, c'est un secteur très réduit de l'économie qui en et de profiterait. machines, c'est pas très clair, les ce que Et ça veut de dire machine. et de machines, c'est ceux qui ont de l'industrie qui en seraient chargés, donc pas la France. Alors moi, je d'accord, il y a un accord. Moi, j'ai quand même une question, Il mais y je ne sais aurait. pas à qui je peux la poser. Il y a un accord avec donc le Mercosur, mais je ne sais pas ce qu'il en est des autres pays, comme le Pérou, par exemple, puisque moi, récemment, en voyage, en Auvergne, j'ai pu, constater alors c'est les magasins Aldi, je crois, donc c'est spécifique aux magasins Aldi, que en pleine région agricole, s'il en est, nous avions proposé l'ail et l'oignon ne venait ni de la région, ni de France, ni d'Europe, mais du Pérou. Je crois que l'oignon de l'Argentine, l'ail du Pérou. Donc, en tout cas, le Pérou, je ne savais pas qu'on avait des accords de libre-échange, et le raisin venait d'Inde.
Alors, nous sommes un pays viticole aussi. Le raisin venait d'Inde, il n'y avait pas de raisin français. Et les pommes de terre d'Israël, ça c'est déjà presque moins grave. Mais voilà, non, j'avoue que l'ail du Pérou, le raisin d'Inde en Auvergne, je trouvais ça... Eh ben, j'ai envie de te dire que les liens, c'est juste le commerce et tu pas besoin d'avoir des accords de libre-échange pour faire venir des marchandises. C'est juste que le coût est intéressant, les saisons ne sont pas les mêmes, on parle du pays de l'hémisphère sud. Voilà, hein, c'est juste la circulation. Et je ne crois pas qu'il y ait des accords de libre-échange entre le Pérou et la France. C'est juste... Là, il est question d'un accord de libre-échange. Ça change quoi, en fait ? Bah, ça veut dire qu'il n'y a pas de taxes, il n'y aurait pas de douane à l'entrée de l'Union européenne pour certains produits. C'est tout l'intérêt. Et il n'y aurait pas de douane à l'entrée du Mercosur ou des pays membres du Mercosur pour certains produits européens. C'est le principe du libre-échange. Alors que normalement, une marchandise qui vient de l'extérieur de l'Union européenne où il n'y a pas d'accord de libre-échange, eh bien, il y a un droit de douane, je ne sais pas combien de pourcents, qui est appliqué sur ce produit. D'accord. Bon, mais là, c'est notre président, en tout cas, parle du fait qu'ils feront tout pour protéger notre souveraineté alimentaire. Moi, j'aime bien qu'on protège la souveraineté alimentaire en signant des accords de libre-échange. Alors, justement, c'est pour ça qu'il est... C'est toujours le en même temps. Mais c'est pour ça qu'il est question, Flavie, des clauses. Je sais bien que tu n'es pas... Oui, je sais, les clauses miroirs. Mais les clauses miroirs, bon, on en parle tout le temps, mais certes, mais d'ailleurs, bon, on verra ce que ça donne, mais on voit bien que ça a souvent donné pas grand-chose. Est-ce que le Brésil va vraiment changer sa façon de produire du soja et de traiter son élevage comme ça dans les mois qui viennent? Je ne pense pas qu'il serait question d'un changement global du mode de production, mais que pour les produits qui seraient importables en Europe sans être soumis à du droit de douane, eh bien, il s'agirait de respecter un certain cahier des charges. Ça me paraît être le plus réaliste. C'est comme, d'accord, mais on accepte que ce qui est bio. Voilà. Et voici les critères du bio. Voilà, c'est tout. Le réseau de production agricole, bah, vous pouvez la vendre ailleurs, il n'y a pas de problème. Ou alors vous nous la vendez, mais on garde les droits de douane dessus parce que ça ne respecte pas les critères qu'on a mis. Je pense qu'on est plutôt sur ça, hein, effectivement, pas demander au Brésil et à l'Argentine de changer leur modèle d'exploitation agricole. Ce serait trop demandé. Bah oui, je pense que oui. Ça, bon. Écoute, moi, j'attends de voir, mais je ne suis pas très convaincue, bien sûr. Ça, on verra bien. De manière générale, si le traité est signé, alors la France y était opposée justement pendant un bon moment parce que, au nom de la protection du monde agricole français qui est déjà dans un état misérable, s'il venait à être signé, quand bien même il y ait les clauses miroirs, je ne donne pas trop cher de sa peau. De la peau de quoi ? Du monde agricole français. Ah bah oui. De ce qu'il en reste. De ce qu'il en reste, mais bon, encore une fois, le but n'est pas de protéger les petits agriculteurs, ça c'est sûr. Après, protéger éventuellement des grosses structures qui seraient françaises, je ne suis même pas sûre que ça intéresse vraiment le gouvernement. Les grosses structures sont par essence de plus en plus internationales. Ah, mais il est évident que M. Lula a glissé des mallettes de billets à notre président de la République. Ah oui, là, pas besoin. Rendez-vous à l'Élysée. Non, mais je sais que c'est ce que tu penses, Flavie. Ah non, moi je dis pas du tout ça. Non, je parle pas de mallettes de billets. D'autres choses, peut-être des sachets de poudre blanche pour amadouer le président de la République. Non, je ne sais pas du tout ce que je dis. Non, c'est que il est libre-échangiste idéologiquement. Après, je ne suis même pas sûre qu'il a beaucoup de convictions, mais en tout cas, il est au pouvoir pour faciliter ce genre de projet-là. Donc là-dessus, voilà, c'est pas du tout étonnant. Mais qu'il y ait des... Après, la corruption, j'en ai pas la moindre idée. Je pense qu'il n'a même pas besoin d'être corrompu pour faire avancer ça. Et la coke non plus. Non, il a toujours été libre-échangiste. Ça fait partie de son identité, de sa carte politique depuis le début. C'est pas rien d'étonnant à ça. Et il était là aussi pour faire avancer tous ces projets de libre-échange, tous ces traités. Donc non, rien de plus que ça. Et il fait partie d'un ethos politique qui croit en... Est-ce qu'ils y croient ? En tout cas, ils sont sur cette
cette idéologie-là, parce que c'est quand même assez idéologique, parce que quand on importe de l'ail du Pérou, on n'est quand même pas sur du bon sens total, hein, on est quand même sur un projet idéologique. Voilà, c'est tout. Je suis pas convaincu de ça, hein. Je pense qu'on est sur un projet bassement capitaliste, c'est-à-dire ça coûte moins cher, donc on achète. Ouais, j'ai un peu du mal à comprendre comment ça coûte moins cher de l'ail qui vient du Pérou. Le coût de production de là-bas, le coût de livraison, et c'est, je rappelle, c'est les grandes surfaces, hein. C'est la grande c'est la distribution. surface du moindre coût, hein, donc ça doit... C'est la grande surface qui achète les produits, qui les importe. C'est pas l'État lui-même qui choisit les importations. L'État n'a pas la main sur tout, quand bien même il est puissant. Oui, par ailleurs, mais en tout cas, il favorise dans des traités de libre-échange, en tout cas, il donne son blanc-seing à ce système-là. Le traité n'est pas encore signé, mais bon, effectivement, la voie est ouverte à sa signature, ce qui représente du nouveau là-dessus. On passe à la croisière s'amuse. Effectivement, la croisière s'amuse littéralement avec l'aventure de la petite flottille donc menée par l'eurodéputé France Insoumise Rima Hassan à destination de Gaza, donc à bord d'un petit voilier humanitaire qui a embarqué avec des militants et des membres d'ONG pour aller justement faire, j'imagine, des livraisons de produits ou ce genre de choses auprès de la population de Gaza. Et qui a embarqué sur le chemin, entre autres, l'égérie écologiste d'un petit temps qui a l'air si lointain maintenant, Greta Thunberg, qui a maintenant 22 ans, hein, le temps passe vite. Mais qui est passé de l'activisme écologique à l'activisme palestinien, ce qui est quand même tour de force, je veux dire, intellectuel. C'est la cause des opprimés, on a des morts, voilà, on est contre les... non, l'activisme écologique, c'est pas tellement lié aux opprimés, je ne sais plus parce que ça... Bon, elle a changé de cause. Elle parle plus d'écologie, d'ailleurs. Oui, non, mais on est toujours dans cette idée de justice, on va dire. Ouais. La justice climatique, tout ça. Social justice. Voilà, c'est ça. Et donc, à bord de ce voilier, entre autres, ils ont recueilli en chemin, j'ai cru comprendre, une embarcation avec des migrants africains au large de la Libye qu'ils ont recueillis. Qu'ils ont remis à Frontex, étonnamment. Ils ont remis à Frontex ? D'accord. D'après ce que j'ai compris. D'accord. Moi, j'étais sur le fait qu'ils les avaient gardés, on savait pas ce qu'ils allaient faire. Ils quoi après ? Aucune idée. Là, ils reviennent pas. Donc Greta est revenue en avion, d'après ce que j'ai compris, mais Rima est... Et donc du coup, merci d'aller plus vite que la musique, Flavie. On a eu toute la petite croisière qui a fini par se faire intercepter par justement les forces israéliennes. Donc on a eu des drones qui ont survolé le bateau durant une soirée, si bien que notre très cher député a eu bien peur pour elle. En même temps, je pense que personne n'avait envie de mourir là-dedans, quand bien même le discours victimaire et de martyrologie aurait été bien content. Mais on s'est retrouvé avec justement les Israéliens qui interpellent tout le beau monde du yacht, leur donnent de l'eau, des sandwichs et tout ça parce que on n'est pas des sauvages. Voilà. Et on a eu finalement, comme tu l'as dit, Greta Thunberg qui a été renvoyée en avion en Suède. Elle a été expulsée simplement. Et on a 3 Français, donc 3 Français plus Madame Rima Hassan, qui ont refusé de signer un papier reconnaissant qu'ils sont rentrés illégalement sur le territoire israélien. À savoir qu'il y a eu des accusations comme quoi l'interception s'est faite dans les eaux internationales et non pas dans les eaux territoriales israéliennes. Mais ils allaient à Gaza, donc j'ai juste pas très bien compris pourquoi ils étaient dans des eaux israéliennes en allant à Gaza. Oui. Oui, ils ont peut-être, ou alors Israël, considérant la politique d'Israël, considère peut-être que les eaux de l'autorité palestinienne et donc de la bande de Gaza relèvent de leur autorité. C'est pas impossible. Bref, avec Israël, on peut s'attendre à de belles choses. Et on a du coup
ces Français qui refusent d'être expulsés. Mais finalement, le coup près est tombé parce que on a eu l'annonce il y a quelques heures que Rima Hassan et les autres militants qui étaient bloqués avec elle seront expulsés jeudi et vendredi vers la France. Finalement, personne ne serait mort. Non. Et il y aurait. Avec les conditions n'étaient pas extraordinaires quand même. Il n'y avait pas d'accès aux sanitaires. On leur a interdit d'accès aux sanitaires. Les Israéliens, ils doivent pas être trop fans en même temps. On parle de gens qui sont ouvertement défavorables à Israël, défavorables à. Alors, pas forcément au Hamas, mais à la cause palestinienne. On peut comprendre qu'ils soient un peu chafouins vis-à-vis de ça. Mais bon, à voir. Bon, enfin, en tout cas, ils ont fait un petit spectacle, post Instagram, baignade autour du voilier. C'était pas toujours de très très bon goût, vu la destination finale. Voilà. Et il faut bien s'occuper, j'ai envie de dire. Chose qui est marrante, c'est que le bateau n'a apparemment jamais déployé sa voile, alors que c'est un voilier. Il a préféré tourner au moteur tout du long du trajet. C'est pas très écologique. C'est pas très écologique. Après, peut-être que les vents n'étaient pas favorables. C'est pas impossible. D'accord. Bon, ça mérite pas plus de temps, non, hein? On passe à l'Italie. Et effectivement. Référendum en Italie, donc proposé par la gauche. Chose un peu plus intéressante, effectivement. On a eu un référendum qui a eu lieu en Italie ces derniers jours et qui était sur des conditions d'assouplissement pour la naturalisation des étrangers et également l'abrogation de certaines mesures prises par le gouvernement Meloni, mais aussi des gouvernements avant celui de Giorgia Meloni, quant à la réglementation du monde du travail. Et donc, entre autres, la naturalisation prévoyait que pourrait être naturalisé non pas au bout de 10 ans un étranger sans lien de mariage ou de sang avec un Italien, mais présent sur le sol italien, qui habiterait, non plus au bout de 10 ans, mais seulement au bout de 5 ans. Voilà. Donc c'était effectivement un projet soutenu par le parti démocrate. Enfin, oui, c'est ça. Je suis plus sûr parce qu'il y a tellement de partis qui s'appellent comme ça, mais le principal parti d'opposition, ainsi que le principal syndicat du pays qui avait recueilli suffisamment de signatures pour faire en sorte que le référendum concerne justement des conditions de travail, notamment en rapport avec la sécurité et les emplois dits précaires. Sauf que personne n'est allé voter. Bilan, on se retrouve avec un taux de participation nécessaire de 50%, avec un final de seulement 30%. Ouais. Donc, parce 30%, et sur les 30%, j'ai noté que 85% avaient voté l'abolition des lois libérales, et seulement 64 ont approuvé les naturalisations, en fait. Je trouve que c'est pas énorme pour ces 30% qui sont volontaires vraiment à aller voter, donc a priori des voix de gauche, qui ne votent pas finalement de façon spectaculaire pour les naturalisations, je trouve. On a certains observateurs qui parlent d'une crise démocratique parce que Giorgia Meloni a explicitement appelé à s'abstenir durant ce référendum, donc à ne pas aller voter. Ça aurait été intéressant tout de même de voir et d'avoir une participation, parce que avoir un référendum qui échoue à mobiliser ses propres partisans, c'est intéressant. Mais avoir un référendum qui échoue parce qu'on a une mobilisation des opinions contraires pour rejeter. Alors, on est sur une autre forme de rejet, mais là, on est sur un rejet qui peut relever du désintéressement, simplement, voire, effectivement, de la crise démocratique. Les gens ne croyant pas en l'efficacité du référendum, c'est possible. C'est un référendum qui était déjà... un référendum, normalement, ça doit être neutre. Or, il était très politisé. Donc, non, un référendum, ça ne doit pas forcément d'être neutre. Ça, c'est... Je ne suis pas d'accord avec ça. Oui, c'est vrai. Bon, mais en tout cas, ok, oui. C'était un référendum partisan.
C'est un référendum Ouais. partisan et de fait, il a mobilisé une partie de l'électorat, pas suffisamment. C'est là la Euh, limite du référendum. C'est-à-dire que c'est vrai que plus il est partisan, ceux qui sont en tout cas contre la démarche, enfin en tout cas les résultats espérés, n'y vont tout simplement pas. Pas Sauf que ça peut nécessairement. être à double tranchant, parce que ne pas y aller, ça peut aussi, Bah oui, il est beaucoup plus oui. intéressant de ne pas aller voter. Il est beaucoup plus intéressant d'aller voter contre. Non, mais je pense le que la démarche de référendum. Mélanie là a été aussi d'insuffler un camouflet à cette gauche-là, par Oui, son absence, par l'absence aussi des votants, sans doute. oui, oui, c'est tout Une à fait, façon de faire, c'est tout à fait possible. Mais on rejoint la réflexion que j'ai faite avant. Bon, c'est un choix stratégique qui aboutit tout de même à, comme tu l'as dit, un camouflet pour la gauche italienne qui a échoué à mobiliser et qui voit de fait le référendum être considéré comme inéligible. Ouais. Donc simplement, Voilà. zou à la poubelle le projet. Est-ce qu'on passe aux petites nouvelles de la semaine française? On a différents petits points. Alors, moi, j'avais envie qu'on commence peut-être par les prestations de notre président, parce qu'elles ont été exceptionnelles cette semaine. Ouais, vas-y, Voilà, parle-moi. j'ai trouvé très très en forme. Vraiment là, je trouve qu'il a atteint des sommets. Alors, prestations, par quoi je commence rapidement? Enfin, en tout cas, Dans l'ordre à Nice, chronologique de préférence. ouais, à Nice, pour nous faire la leçon sur les océans, qui est de façon évidente un sujet qui doit le prendre aux tripes de façon évidente depuis très longtemps. Mais moi, ce que j'ai remarqué déjà dans sa façon de s'exprimer, c'est qu'il nous, je ne sais pas si c'est Communicant qui lui suggère ça, mais il nous dit du en vrai. Par exemple, il y a un moment, il a commencé une phrase en disant en vrai, qui est la nouvelle Ouais, accroche il parle comme les type de jeunes. langage. Vous savez, on a eu Ça marche, on a eu je sais pas quoi. Enfin bon, ces derniers temps, c'est en vrai. Et bon, en mode, c'est déjà hyper vieux. Mais en Il vrai. parle Et comme il les nous a jeunes, fait ouais. du en vrai. Ça, je me suis dit, oh non. Ça, c'était. Il y a aussi un truc. C'est l'influence des réseaux sociaux, ça, hein, lui-même qui dénonce les réseaux sociaux. Oui, voilà, exactement. Il Et dénonce, c'est mais je beaucoup pense que ces de. communicants lui ont glissé une ou deux petites expressions qui vont C'est bien. ça. Quitte à être jeune, moi je dirais que c'est cringe hein, de Ouais. reprendre ce genre d'éléments de langage alors que t'es un officiel. Mais après tout, qui suis-je? Ouais, mais ça sonnait tellement fake que. Et il y a aussi une façon, c'est un truc très autoritaire. Je connais quelqu'un qui me fait ça régulièrement, donc je connais bien c'est le je vous le dis, hein. C'est cette façon de dire, bah voilà, je te le dis, donc c'est d'autorité, hein. Et donc ça, il lui a dit, parce qu'il parlait à Hugo Clément, qui lui disait que, qu'est-ce qu'il pensait, lui demandait ce qu'il pensait de la nomination de Castaner chez Shane, alors qu'il est dans une démarche, là, ces derniers temps, très écolo, pour masquer les problèmes intérieurs aussi, sans doute, mais et il lui a répondu assez vertement, «Là, c'est un peu nul ce que vous faites, votre question est un peu nulle». Enfin, il était à un niveau d'arrogance assez exceptionnel. Il a tenu bon, le Hugo Clément en face de lui. Et alors évidemment, il nous a dit il nous a asséné qu'il y avait une surenchère sécuritaire. Manque de bol, c'était quand même la veille de l'attaque de l'assistante, d'éducation. Donc évidemment, le lendemain, il s'est réveillé un peu tout concon. Et là, il a fallu que, je suppose qu'il nous a, bon, il a essayé de rattraper ça de façon la plus maladroite, mais il avait ajouté aussi, oui, vous les journalistes, alors agressant directement les journalistes sur le plateau, Non, justement, à cause de vous, on passe des punaises de lit à un drame. Alors voilà, on mettait sur le même non, niveau les punaises de lit et les drames. il fait la distinction à chaque fois parce que évidemment il ne veut pas rentrer dans l'art de ses interlocuteurs parce que ce serait peut-être fort mal poli, je sais pas, mais pas sûr que ça le dérange. Il ne parle pas des journalistes qu'il a en face de lui. Non, En non, il dit les général. journalistes en général, la presse, les médias. Certains journalistes, il parle toujours de certains, il ne fait pas de Non, j'ai pas généralisation. dit qu'il parlait de ceux qui étaient en face, mais ils l'ont en tout cas retoqué là-dessus. Et Léa Salamé lui dit, bah, donc c'est de notre faute. Oui, Bon, effectivement. voilà, évidemment. Et alors, le lendemain, après avoir dit que donc il y avait une surenchère sécuritaire, j'ajoute quand même que quand il se déplace, il y a une certaine surenchère sécuritaire, il y a une vingtaine de bagnoles à chaque fois. Il faudrait regarder le niveau de Parce que moi, je me souviens d'un protection. déplacement qui était assez spectaculaire. Donc la surenchère sécuritaire, en tout cas pour lui, il la considère complètement normale. Il faudrait regarder l'évolution des niveaux de protection des présidents de la République au fil des mandats Il faut savoir et que des tout le années. quartier de l'Élysée, qui était totalement fréquentable avant ces mandats, aujourd'hui est entièrement bouclé tout le temps. On ne peut même pas marcher sur le trottoir d'en face, surenchère sécuritaire.
Et là, il nous parle donc 2 jours après de déferlement de violence insensée. Bon, donc c'est toujours ce fameux en même temps. Ce qu'il y a, c'est que il y a ça devient, mais il a tellement aucune colonne vertébrale que je sais même, enfin, je comprends même pas, j'arrive même pas à comprendre comment des gens peuvent encore supporter ça. Mais bon, après, c'est une question de. Et après, nous avons eu un florilège suite à cet assassinat ou meurtre, Donc, ça c'est difficile à enfin, qualifier. on rappelle quand même les faits, hein. Une assistante d'éducation de 31 ans qui s'est retrouvée poignardée par un adolescent de 14 ans à l'occasion justement d'un contrôle des sacs à l'entrée d'un établissement, à l'entrée d'un collège? Ouais. 14 ans, oui. Non. Oui, c'est Non. que ça commence à remonter, je Collège. commence à me faire vieux. A priori, bon, ça dépend s'il est en avance ou en retard, mais bon, collège. Oui, mais bref, contrôle des affaires, enfin, c'est dire, hein, déjà, L'ambiance. j'imagine que ça dépend des établissements, hein, mais moi, quand j'allais en On cours, contrôlait pas mon on ne sac. contrôlait pas les sacs. Mmh. Mais j'ose imaginer que ça doit dépendre des quartiers aussi. Donc c'est au niveau oui, au moment d'un contrôle de sac, il a sorti un couteau de cuisine. Je tiens à dire qu'aujourd'hui, il était je sais pas si en garde à vue mais en tout cas, il n'exprime aucun regret. Il a dit qu'il aurait tué n'importe qui. Si c'était pas elle, ça aurait été quelqu'un d'autre. Charmant enfant. On n'a aucune information sur le profil de l'enfant. Généralement, ça sort, plus ou moins vite, mais alors là, c'est rien. Mmh. Et alors, le florilège des solutions de nos hommes politiques entre M. Bayrou et Mme Borne. Alors, M. Abolissons Bayrou, les il veut mettre couteaux. des portiques anti-couteaux. Et est-ce que c'est Mme Borne qui veut pas de réseaux sociaux avant 15 ans? Moi, je voudrais savoir comment Non, ça c'est le on président de la organise ça. République. C'est le président de la République. C'est notre cher Alors, qu'est-ce qu'il président de nous la avait République. proposé Mme Borne? C'était, je sais plus qui est. Il y a pas donc les portiques et l'interdiction de vente de couteaux. Alors, comment on fait pour les couteaux de cuisine? Alors je rappelle, hein, à des mineurs, hein, c'est l'idée. Mais alors, c'est dire tout de même la misère, la misère mentale du gouvernement actuel parce que est considéré déjà aujourd'hui comme une arme, donc dont on n'a pas le droit d'avoir ça dehors, en dehors de chez soi. Un couteau dont la lame, je crois, est plus longue que la main, il me semble. Ouais. Ou c'est quelque chose comme ça. Parce que au-delà de ça, en fait, on est sur ce qui est considéré comme une arme. Évidemment, un couteau de cuisine, alors ça dépend si c'est le gros couteau de cuisine pour couper du pain ou si c'est un couteau, simple couteau pour manger. Enfin, tout ça, c'est marrant de Mais discuter uniquement de la forme parce que de toute façon, les couteaux, c'est ça peut déjà être une fourchette, hein, on interdit. tue quelqu'un comme on veut. Mais c'est surtout que c'est déjà interdit. On n'a déjà pas le droit de se trimballer avec. Les gens qui ont ce genre de choses avec eux sont déjà hors la loi. C'est un projet, c'est un pansement sur une jambe de bois. Ça me fait toujours penser, pardon de surenchérir, mais ça me fait toujours penser à. Alors bien sûr, c'est dans un contexte états-unien, mais je trouve ça quand même assez intéressant. On dit les armes à feu tuent. Oui, bon. Alors, merci pour il y a des gens un peu taquins qui font des dessins et qui représentent des personnes qui se font assassiner par justement des armes à feu, avec des yeux et tout ça, qui sont personnalisés. Non, ce ne sont pas les armes à feu qui tuent, ce sont juste les moyens, ce sont les gens qui s'en servent qui tuent. C'est-à-dire que tout ça, ce sont des solutions de forme. On ne parle jamais, c'est tout ça pour éviter de parler de fond, de savoir pourquoi ces enfants tuent, qui sont ces enfants qui tuent. Non, on va nous dire, voilà, pas de couteau, pas de réseaux sociaux, ce qui, comme pour le voile avant 15 ans, est absolument impossible. On n'a déjà aucun moyen policier pour traiter les problèmes d'envergure. Alors, aller mettre un policier derrière des voiles, des petites filles voilées, sachant que ça veut dire qu'après 15 ans, c'est OK. Et là aussi, pas de réseaux sociaux avant. À partir de 15 ans, j'ose imaginer qu'ils partent. Alors, ça veut dire qu'après 15 ans, c'est OK. Décider. Ça veut dire qu'après 15 ans, on peut tuer. S'ils pensent que c'est à cause des réseaux sociaux qu'on tue. Ça veut dire qu'on fait en sorte qu'on ne tue pas avant 15 ans. Parce que, voilà. Mais après 15 ans, c'est toute l'idée de maturité et d'indépendance et d'esprit critique et tout ça. L'esprit critique à l'école, attention, hein, qui est un des chevaux de bataille de l'école publique.
C'est pas forcément trop ça, hein. Non, mais c'est un tel niveau de bêtise, c'est-à-dire que là, on peut même pas se dire ils sont même pas cyniques là, parce que souvent on les voit cyniques, on les voit mentir, mais là, ils sont même pas cyniques, c'est-à-dire qu'il faut sortir une mesure, parce qu'il faut dire quelque chose et évidemment le fond du problème, on peut pas en parler et d'abord il est difficile à appréhender, hein, mais il y a certaines choses qui ne peuvent pas être dites en tout cas, et donc je suis étonnée qu'ils n'aient pas honte de leur ridicule. C'est-à-dire là, franchement, et pour terminer sur Macron, il est souvent, très souvent odieux, mais pour moi, il a passé un cap dans le sens où bon, il a craché sur les gilets jaunes, il a craché sur tellement de monde, sur ceux qui cherchaient du travail, qui traversent pas la rue. Mais là, il a craché sur des morts, sur des adolescents morts. En disant, en parlant de surenchère sécuritaire et qu'on passait des punaises de lit aux faits divers, puisque ce ne sont que des faits divers. C'est bien ça, d'ailleurs, la qualification de faits divers, la qualification de faits divers ou de faits de société. Mais de fait, de par la fréquence de ces événements, c'est pas des faits divers. On est sur quelque chose qui devient habituel, qui devient, comment dire ça, normal entre guillemets, alors que ça ne devrait pas l'être. On va s'habituer. Ça ne devrait pas l'être. On rappelle d'ailleurs le témoignage de la mère de Elias, adolescent tué à la machette. Hein, les médias n'ont parlé que de couteau et de couteau à l'épaule. On ne meurt pas a priori d'un coup de couteau à l'épaule. Mais il a été et comme quoi il aurait refusé de donner son portable. Mais son téléphone portable. Moi, j'en oublie. Hein. J'avais oublié, je te disais tout à l'heure, le meurtre de Louise et de plusieurs camarades d'école. Là, c'était un an. Alors, en tout cas, on nous a dit que c'était de l'anxiété climatique. Je ne sais pas. Après, parce que ça fait la une pendant 15 jours. Et après, on n'a plus aucune nouvelle. On ne sait pas du tout ce que deviennent ces tueurs, comment ils sont après mis en examen, comment ça se passe. C'est terminé, mais la presse ne traite plus rien. Donc ça a eu lieu il y a moins d'un mois, cette affaire. L'actualité va tellement vite, il y a toujours de nouvelles choses. Ça se succède. Donc moi, j'avoue que j'avais même oublié cette gamine qui a été frappée de 11 coups. Au moins, je crois plus en fait. Non, c'était pas à 50. On ne sait même plus, tellement il y a des morts différents. Ton micro, Flavie. Le gamin a lardé de coups de couteau. Ah ouais, c'est bon. Donc là-dessus, c'est pour moi, je considère que le président là a fait, cette semaine, il a dépassé son quota d'antipathie. Là, en tout cas, pour moi, ça c'est sûr, mais on s'en fout que ce soit pour moi. Je pense que de façon objective, cracher sur des adolescents lardés de coups de couteau, on a passé un cap. Et bien sûr, ensuite, l'aspect un peu plus judiciaire, on reviendra juste après sur le président de la République et les jeunes, entre guillemets. On a personnalité importante en France qui est le premier président de la Cour de cassation, Christophe Soulard, qui dénonce dans un entretien à Mediapart, on ne fera pas de commentaires sur le fait qu'il a été donné à Mediapart, qui dénonce un populisme anti-judiciaire qui se répandrait de plus en plus et qui atteindrait même des figures d'envergure nationale. Donc, il cite entre autres Jordan Bardella et Marine Le Pen. Bon, Marine Le Pen, elle, c'est parce qu'entre autres, elle est dans une affaire judiciaire, donc c'est un peu compliqué. Mais où il est question justement des juges qui entraveraient le travail des législateurs, qui sortiraient des notions qui n'existent pas de leur chapeau et qui auraient pris le pouvoir, tout ça. Bref, il reprend tout le discours de la prise de pouvoir par les juges. Oui, c'est ça. Il le reprend, et évidemment. Il le dénonce. Il le dénonce. C'est logique. Ça, c'est rien. Oui, voilà, c'est deux camps qui s'opposent, et évidemment avec un camp qui défend ses intérêts et son intérêt de corporation autant que ses intérêts, idéologiques. Ce que lui défend, c'est que les juges effectuent un travail qui se veut indépendant et qu'ils interprètent la loi. Voilà, bon, il tient le discours classique j'allais dire du législateur, mais non, du juge et de l'incarnation justement de la figure judiciaire. Alors, par rapport à ça, c'est vrai que c'est des débats qui renaissent avec ce qui s'est passé la nuit du PSG, etc. Mais justement,
on a beaucoup déploré parce qu'on a annoncé beaucoup d'interpellations, et en fait, au bout, il n'y a eu aucune condamnation. Et sortent là régulièrement des vidéos sur Twitter sur le niveau de violence que ça a pu être, notamment dans le 16e, en fait, où il y a des personnes qui se sont retrouvées à se réfugier dans leur cave, avec des niveaux de panique assez exceptionnels, parce que des gamins sont rentrés dans les immeubles, ont défoncé des portes à coups de massue, sont même revenus, certains sont revenus le lendemain pour aller visiter des appartements dont les portes étaient défoncées, pour s'assurer qu'ils n'avaient rien oublié de voler. En fait, ça a pris des proportions dans certains endroits assez dingues qu'on n'avait jamais vu avant. Et tout ça, et aucune condamnation. Bon. Après, en fait, on a un double discours. On a la dénonciation du populisme antijudiciaire et donc du côté de la justice et des partisans de la justice telle qu'elle est actuellement. Et de l'autre côté, on a la dénonciation d'un laxisme judiciaire. Oui, il y a une dénonciation de la justice, autant tu veux dire par les fiscs que par ceux qui considèrent que c'est trop laxiste. Non, côtés, en fait. Non, ce n'est pas ce que je veux dire. La justice incarnée par monsieur Christophe Soulard et les partisans, donc on va dire potentiellement, je sais pas moi, Renaissance par exemple, qui dénoncent justement le populisme antijudiciaire, comme quoi la justice est politisée, tout ça, et que elle fait pas son travail, pas correctement ou tout ça. Et de l'autre côté, on a une dénonciation d'un laxisme judiciaire qui justement ne fait pas appliquer de peine, ne condamne pas, bref, est laxiste. Voilà. Et on rappelle, enfin tout de même que quand même il y aurait un laxisme antijudiciaire. On rappelle aussi qu'on a un manque de places de prison en France. Oui, alors on parle beaucoup d'en construire d'autres, mais bon. Gérald Darmanin a parlé de construire 10 000, je crois, places de prison supplémentaires en France. Bon. Ouais, bon, écoute, on parlera de ça une autre fois, parce que c'est un sujet que je sais pas si on va parsemer le territoire de milliers de prisons. Bon. Non, il n'y en a pas besoin. Sur le même sujet, sur l'affaire Naël, il y aurait des suites judiciaires à l'affaire Naël. Sur le policier, surtout sur ce qui est, je crois, la condamnation. Effectivement. Là, il n'y a pas eu trop de laxisme, en l'occurrence. Effectivement, on a le policier responsable de la mort de Naël, qui a été, qui va se retrouver devant la justice. Je crois que c'est à nouveau devant la justice, et avec entre autres comme chef d'accusation meurtre. Voilà. Bon, ça s'entend, ça s'entend. Donc voilà, on a eu aussi à la même occasion l'émergence d'une pétition à l'initiation de la police. C'est-à-dire qu'il faut savoir précisément ce qui s'est passé et dans quelle situation il s'est retrouvé. C'est-à-dire on a déjà parlé de ça. On va pas en reparler. On en a déjà parlé plusieurs. On en a parlé il y a longtemps. D'accord. Oui, ok. Mais... C'est bon. Si je voulais en reparler, j'en reparlerais. Je préfère préciser aux auditeurs parce que je pense que justement c'est le problème, c'est qu'en fait les gens ne savent pas très bien ce qui s'est passé et dans quelle situation quelquefois quelques policiers peuvent se retrouver, à savoir en effet protéger ce qui peut arriver après, puisqu'ils fonçaient dans la foule. Alors, même moi, de temps en temps, je tendance à oublier ce qui s'est passé, à me dire il a tiré dessus, ça va pas. Mais c'est d'abord il a tiré. Et dans ce cas-là, Flavie, je t'invite, comme les téléspectateurs, à aller regarder nos anciennes revues de presse où on en a parlé justement, parce qu'on en a parlé pas que à l'occasion de la. Oui, je ne saurais pas dire quand et dans quelle revue de presse, c'est un peu compliqué à retrouver. C'est ça, il s'agira de la retrouver. Et donc, je pense qu'on est bon pour ce soir. On a ça, et je terminerai au moins avec les bonnes nouvelles, parce que on va passer sur la question de l'abolition de la censure des sites pornographiques en France et tout ça, qui se sont suspendus eux-mêmes pour ne pas avoir à transférer les données de leurs utilisateurs, et de la potentialité, finalement on en parle ici, la potentialité que X soit classifié bientôt comme site pornographique s'ils ne mettent pas en place les mesures que les sites pornographiques eux-mêmes n'ont pas voulu mettre en place, à savoir quelque chose pour vérifier l'âge des gens et tout ça. Donc entre autres à base de vérification de carte d'identité, ce genre de choses qui auraient compromis
la confidentialité et la vie privée des utilisateurs. Parce que bon, sur X, oui, effectivement, il y a de la pornographie qui circule, donc ça pourrait s'entendre. Mais on parle d'un réseau social qui est beaucoup plus massif quand même et qui est aussi tout public, a priori. Parce que si on veut pas de la pornographie, a priori, on tombe pas dessus. Hein. Oui, mais il suffit de dire qu'on a 18 ans, c'est ça, c'est très simple. C'est assez hypocrite. Oui, c'était le cas. C'est le cas auparavant. Et on a eu, justement, concomitamment à cette suspension des sites pornographiques en France, du moins des plus gros. Des hausses des connexions VPN, c'est ça? C'est ça, une hausse des abonnements VPN. Moi, du coup, je soupçonnerais un lien entre l'Élysée, le gouvernement et les entreprises de VPN. Hein. Ça se trouve que c'est un complot justement pour augmenter les chiffres d'affaires des compagnies de VPN. En tout cas, pense que c'est un complot qui se tient, hein, je pense. D'accord. Pourquoi il se tient plus que les autres? Parce que Proton VPN, pour ne citer que lui, qui a été celui qui a vu la plus importante hausse, a eu une hausse d'abonnements français de 1000 ou 5000%, je ne sais plus. C'est énorme. Ouais. C'est énorme. Et c'est pas le seul. Hein. Il y a plein d'autres trucs. Il y a beaucoup d'autres entreprises de VPN. Bon, on n'est pas là pour leur faire publicité, donc on va pas en parler. Mais pour contourner... En tout cas, Pavel Durov, quand il a été convoqué à Paris pour l'inciter à influer sur les élections en Roumanie, en fait, au départ, il avait été convoqué pour parler des sites pornographiques. Officiellement. Et il a dit, ce qu'il a témoigné en tout cas, c'est qu'il a dit, moi, on ne m'a jamais dit 3 mots sur les sites pornographiques, ça n'avait pas du tout l'air d'être la priorité. Oui, voilà, c'est pour ça qu'il faut garder le conditionnel. Il aurait été question d'influencer sur les élections roumaines, mais effectivement, la justification officielle, c'est pour parler de la pornographie. Bon, voilà. Et donc, j'en viens, après ce petit intermède, aux 2 bonnes nouvelles, on va dire, de la semaine. Donc, tout d'abord, dans le domaine de la cybernétique et de la fusion de l'homme et de la machine, on aurait une société, Open Bionics, qui aurait réussi à mettre au point un bras, donc un bras bionique dans le sens d'une prothèse, qui serait capable de fonctionner avec un système sans fil, c'est-à-dire de contrôler une main à distance, un petit peu comme si c'était Rayman, hein, je ne sais pas si tu vois Rayman, voilà, mais non plus avec les systèmes de technologie qui existaient jusqu'à aujourd'hui. Je ne suis pas un grand expert, mais avec les terminaisons nerveuses et les circuits électriques. Donc, il y a de l'avancement, il y a de l'avancement au niveau de la technologie, ça c'est intéressant. Et un petit peu plus accessible et qui parlerait peut-être à plus de gens, on a eu le cas en Chine d'une femme de 22 ans qui est atteinte d'un diabète de type 1 depuis 12 années, qui, depuis 1 an maintenant, est capable de vivre sans insuline. Donc, et comment grâce à une greffe de ses propres cellules, en fait, qui ont été reprogrammées, c'est ce qui est dit, reprogrammées chimiquement pour produire de l'insuline. Donc en gros, son corps produit tout seul ce dont elle a besoin. Et ça marche depuis 1 an, a priori. Donc peut-être qu'on aurait une piste pour rendre la vie plus simple aux diabétiques, du moins de type 1, à terme peut-être. Bon, c'est bien de terminer l'émission sur des bonnes nouvelles. En voilà une bonne idée. On devrait faire ça à chaque fois. Il n'y a pas forcément des bonnes nouvelles, mais... on en trouve toujours une ou deux quand même. Quand on en a, on va pas cracher dessus. Ok, écoute, merci beaucoup Noah. On va essayer de terminer, faire boucler les émissions en 1 heure maintenant maximum. Donc, on bien ambitieux. Non, je crois que c'est à peu près 1 heure, peut-être 1h05, mais on arrête là et on dit bonne fin de soirée à nos auditeurs. Retrouvez-nous sur Twitter principalement pour le moment. Les autres canaux ne sont pas encore extrêmement actifs, mais Twitter à peu près régulièrement. Et on vous dit à la semaine prochaine pour une énième revue de presse. Bonne soirée Flavie, au revoir.
Dans la dissociété des dysphories contemporaines, il faut garder son esprit critique, soutenir la zone libre, s'abonner à ses réseaux et partager. Dans la société des crises, en dissolution, être un zone libre, c'est passer du constat au combat.